Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jenny Beaupré-Canville, conseillère à la vie syndicale. Donc, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez profité de la soirée d'hier, de la journée. Donc, on a une petite conférence pour vous ce matin. Donc, je vais vous l'introduire très rapidement, puis on va pouvoir commencer bientôt. On va introduire notre conférencière, Francine Descaries, que je vais inviter à monter. Donc, Francine Descaries est professeure de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, autrice reconnue et figure de proue des études féministes au Québec. Elle a contribué par la fondation de l'Institut de recherche et d'études féministes, donc l'IREF, et celle du Réseau québécois en études féministes, le REQEF, à l'institutionnalisation de l'étude des femmes et du féminisme dans le milieu universitaire québécois. Elle est actuellement co-directrice du Réseau québécois en études féministes. Donc, je vous laisse avec Francine Descaries et je vous demanderai, s'il vous plaît, de l'écouter et de l'applaudir. Merci. Merci pour cette invitation et il me fait plaisir de vous retrouver pour quelques-unes. Notez bien que je n'ai pas l'habitude de prendre la parole vers 7h30 le matin. Alors, j'espère que ma voix rogue saura vous intéresser malgré tout. Je vais amorcer mon exposé en vous proposant 3 réflexions, pour ne pas dire 3 certitudes qui m'habitent et qui teintent la lecture que je vous propose pour aborder la question de l'interrelation entre le syndicalisme au féminin et le mouvement des femmes au Québec. Ma toute première certitude est à l'effet que je considère que ce sont essentiellement des femmes qui ont porté le projet de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les syndicats comme au sein de la société québécoise. Il m'apparaît aussi tout aussi évident que c'est parce que des militantes syndicales ont parlé, dénoncé et revendiqué, plus systématiquement à partir des années 70, que des gains importants ont été obtenus pour valoriser le travail féminin et la participation des femmes à l'espace public, assurer de meilleures conditions de vie et de travail aux travailleuses et, plus largement, réduire les inégalités systémiques entretenues par le marché du travail. En plus, comme l'affirmait Jean-France Ricard dans un article fort justement intitulé « Comment les femmes ont sauvé le mouvement syndical », en plus donc de forcer les syndicats à revoir leur façon de faire et leur façon de dire. Enfin, il importe de réaliser que l'histoire du syndicalisme québécois au féminin, tout comme la mutation de la pratique syndicale dans son ensemble, peuvent difficilement être dissociées de l'histoire du mouvement des femmes, mais l'inverse se vérifie tout autant. Pour situer historiquement la lente transition d'un syndicalisme féminin vers un syndicalisme féministe, un bref rappel de la réalité des travailleuses et de l'attitude des syndicats à l'égard du travail féminin m'apparaît un détour nécessaire. Pour mettre les choses en perspective, mesurer l'étendue phénoménale du chemin parcouru et réaffirmer, à l'instar de nombreuses historiennes et sociologues, que les femmes, surtout celles appartenant aux groupes les plus défavorisés, ont toujours été beaucoup plus présentes sur le marché du travail que ne le laissent deviner les statistiques officielles. On les retrouve en effet en nombre non négligeable et même quelquefois majoritaire dans les manufactures de textiles, de chaussures, d'imprimerie, de confection et de tabac, tout comme dans les maisons privées, les commerces familiaux, les écoles et les hôpitaux, et j'en passe. Je pense qu'il y a lieu de rappeler que dès la fin du 19e siècle, de nombreuses ouvrières ont été des actrices importantes des mouvements de grève qui ont amorcé l'histoire syndicale au pays. On peut en effet remonter aussi loin que 1880 pour que plus de 500 ouvrières des moulins d'Hudson d'Hochelaga participent à une grève de 12 jours ou pour constater que 12 travailleuses ont participé au conflit de la manufacture de cigarettes Ratrice de Montréal en 1882. Participation qui se soldera pour elles par un renvoi. L'histoire se répète en 1899 lors de la grève de la filature de Merchant Cotton Company, lorsque la dizaine de jeunes filles à l'origine de cette grève seront également congédiées.
De nombreuses travailleuses ont participé à plusieurs autres grèves pendant cette période, comme le relève un document préparé par Sophie Malavoie pour la Gazette des femmes. Il n'est pas de mon propos de les rapporter toutes, mais je pense toutefois que les grèves des allumettières de Hall en 1919 et 1924, sous la bannière de la nouvelle Association ouvrière catholique féminine de Hall, premier syndicat féminin au Canada, méritent d'être soulignées puisqu'elles sont les premières grèves qui non seulement sont menées entièrement par des femmes au Québec, mais encore ce sont les premières grèves qui propulsent sur la place publique des revendications formulées spécifiquement pour et par des femmes pour l'obtention de conditions salariales décentes et surtout de meilleures conditions de travail par rapport aux horaires de travail et à la toxicité du phosphore utilisé dans la fabrication des allumettes et les risques de blessures qui en découlent. Malgré un lock-out imposé par la compagnie Eddy, les allumettières obtiendront partiellement gain de cause en 1919 en obtenant un ajustement salarial et la reconnaissance de leur affiliation syndicale. Lorsque la compagnie rompt ses engagements en 1924, la protestation des ouvrières entraîne un nouveau lock-out et une importante grève qui durera alors plus de 9 semaines. À la tête de ce second conflit, qui se solde par un cuisant échec pour les syndicats, Donalda Charon, première femme présidente d'un syndicat canadien, sera congédiée de même que plusieurs employés qui avaient activement participé à la grève, alors même que le syndicat des allumettières perdait la reconnaissance syndicale qui lui avait été accordée en 1919. Pour la petite histoire, mais surtout pour mieux saisir la marginalisation et le peu de considération accordée aux travailleuses à l'époque, pour ne pas dire leur infériorisation pure et simple, il me semble pertinent de souligner que lors des négociations avec la compagnie Eddy, Donalda Charon a été exclue des négociations par l'employeur. Parce qu'elle était une femme, il ne lui avait pas été permis de parler au nom des femmes ou de prendre part aux négociations. Seuls les dirigeants du conseil central du syndicat masculin, tous des hommes et tous des prêtres, pouvaient négocier avec les autorités de la compagnie d'allumettes, peut-on lire dans un extrait des archives de la CSN. Il n'est pas de mon propos ici d'aligner un palmarès de ces courageuses femmes qui ont ouvert la voie à un syndicalisme féministe. Je me permets toutefois d'évoquer brièvement quelques-unes d'entre elles qui, entre les années 1930 et 1960, ont posé les bases d'un syndicalisme féminin et fait la démonstration de sa pertinence. Le nom de Laure Gaudreault s'impose à la mémoire collective comme pionnière du mouvement syndical des enseignants du Québec, puisque lorsqu'elle fonde en 1936 le premier syndicat d'institutrices rurales, l'association toujours catholique des institutrices rurales du district d'inspection primaire de la Malbaie, elle pave la voie à la syndicalisation des professionnels et professionnelles de l'enseignement. L'engagement continu de Léra Auerbach et d'Yvette Charpentier, dans un monde syndical encore spolié par un fort paternalisme et un capitalisme sauvage, ouvriront la voie à la défense des droits des femmes et à l'adoption de postures féministes dans les négociations de travail. Tout comme sa collègue Léa Auerbach, Yvette Charpentier consacra sa vie à l'amélioration du sort des ouvrières du vêtement et à leur éducation. Avec l'ambition, disait-elle, de s'assurer que ces médinettes, et elle disait toujours, quand on la rencontrait, ces médinettes, soient traitées avec dignité. Elle-même ouvrière du textile depuis l'âge de 10 ans, elle avait eu amplement le loisir de constater à quel point, tant les ouvrières francophones et anglophones que les ouvrières issues de l'immigration, avec qui elle partageait le travail en usine, étaient assujetties à des conditions de travail abominables, insalubres, et selon ses propres termes, traitées et exploitées de manière souvent inhumaine. Aussi bref soit-il, je ne saurais clore ce chapitre sans mentionner le rôle de Madeleine Parent dans l'organisation des ouvrières et ouvriers de la demi-lune textile de Valleyfield
et de Montréal à partir de 1942, et au sein, comme vous le savez, d'autres unités syndicales par la suite. Son implication syndicale est bien connue, tout comme son constant combat pour faire entendre la voix des femmes, des Autochtones et des immigrants. Trop souvent passée sous silence, la présence des femmes travailleuses et militantes sur le marché du travail, comme dans le mouvement syndical au Québec, est bien révélée, j'espère, par ces quelques exemples. Il est par ailleurs de connaissance commune que la condamnation de la participation des femmes au marché du travail, particulièrement dans les industries manufacturières, a fait pendant très longtemps l'unanimité au sein de la société québécoise. Et que celles qui en ont pris la défense des ouvrières, et celles qui ont pris la défense des ouvrières en ont très souvent payé le prix. Qu'il s'agisse des syndicats, des mouvements ouvriers catholiques, des élites religieuses et politiques, toutes, à quelques exceptions près, ont été en effet unanimes dans leur opposition à la participation des femmes au marché du travail. Ce péché contre la loi de Dieu, peut-on lire dans l'Action nationale en août 1942. Cette opposition ouverte et parfois virulente est toujours formulée à partir du même argument. Le marché du travail est nocif. Il favorise une promiscuité et une mixité malsaine. La place des femmes est au foyer. Vous voyez comme elles sont heureuses d'ailleurs. Et le maintien de l'ordre établi et de la morale ne peut être garanti que si les femmes sont tenues à l'écart des activités économiques et politiques, et cela au nom de l'intérêt supérieur des enfants, du couple et de la société canadienne-française. Je ne peux m'empêcher de vous citer, à titre d'exemple, ce bref extrait que l'on retrouve sous la plume du père Marcotte, jésuite, à une date aussi avancée que 1964. Extrait que je transporte personnellement dans mon florilège du savoir opéresseur depuis mon mémoire de maîtrise et qui décrit outrageusement le rôle limité et subalterne dans lequel on enfermait les femmes à l'époque. Et je cite, vous pouvez le lire avec moi, « Dieu a fait l'homme pour agir au dehors sur le monde. Toutes ses énergies sont tournées vers l'action, c'est-à-dire vers la conquête et l'aménagement de la terre. La femme, par contraste, a été faite pour vivre en dedans. La femme, c'est la maison, parce que la femme fait la maison, et que la maison fait la femme. Sans la maison, il n'y a pas de femme. » Tous les opposants et opposantes, faut-il dire, au travail féminin ne tomberont pas dans les excès du père Marcotte. Mais il importe tout de même de réaliser, et je me demande quelquefois même s'il n'y a pas des séquelles encore aujourd'hui, il faut réaliser que le travail féminin était envisagé comme un moment transitoire dans la vie des jeunes femmes, en attendant de se marier et de devenir mère et ménagère, autrement dit, en attendant de s'accomplir dans leur véritable identité. Révélateur de la persistance de cette mentalité à la fin de la guerre de 1945, après avoir tenu la participation des femmes à l'effort des guerres, tout en les incitant à rejoindre les manufactures d'armement plus particulièrement, tant le gouvernement du Québec que les élites cléricales et les syndicats organiseront une campagne pour inciter les femmes, et surtout les femmes mariées, à retrouver à la maison leur passe. Vous vous rappelez les paroles du père Marcotte. Sans la maison, il n'y a pas de femme. Les arguments sont largement les mêmes que dans les campagnes précédentes. Le travail des femmes mariées est présenté comme une menace à la morale chrétienne et à l'équilibre de la nation. Et de surcroît, sans aucune preuve à l'appui, les femmes sont rendues responsables des pires maux de la planète, de la maltraitance des enfants à la délinquance juvénile, en passant par l'augmentation du chômage des hommes, l'alcoolisme, voire la prostitution. Sans souscrire à tous ces arguments, il n'est pas sans propos de rappeler que les travailleurs eux-mêmes s'objectaient à la participation des femmes au marché du travail, non seulement parce que garder leurs femmes à la maison leur était présenté comme signe de leur réussite professionnelle, voire de leur virilité,
mais surtout parce qu'ils étaient largement convaincus que la présence des femmes sur le marché du travail faisait baisser leur salaire et augmenter leur chômage. Point de vue qui se voit explicitement reflété dans cette proposition syndicale déposée au Congrès de la CTCC en 1935. Attendu que l'une des causes principales du chômage est le développement exagéré du travail féminin, le Congrès demande à la législation provinciale de restreindre à des justes proportions l'emploi de la main-d'œuvre féminine, et spécialement en commençant par le congédiement des femmes mariées. De manière surprenante, on retrouve dans ce même procès-verbal, possiblement pour la première fois dans les annales syndicales, une revendication pour un salaire égal, travail égal. Revendication que la journaliste Eva Circé-Côté avait déjà formulée dans une chronique de l'hebdomadaire des syndicats internationaux, Le Monde ouvrier, en 1917, mais qui était, faut-il le dire, restée lettre morte jusque-là. Mais il ne faut pas se tromper. La première évocation de cette revendication par la CNSN ne reposait nullement sur une quelconque approbation du travail des femmes ou de sa reconnaissance, mais bien sur le fait que les bas salaires versés aux femmes étaient perçus comme une menace pour la rémunération des travailleurs masculins. Il faudra attendre le milieu des années 60 pour voir apparaître des positions moins tranchées et une acceptation relative du travail féminin, en autant que les femmes placent leur famille en priorité et s'acquittent bien des responsabilités qu'elles ont envers elles, comme on peut le lire dans un document de la CSN à l'époque. Idée que reprend Jean Marchand dans son rapport moral à la CSN en 1964, en des termes voilés, lorsqu'il déclare « Nous ne sommes pas contre le travail féminin. D'ailleurs, ça ne servirait à rien. Nous voulons seulement que leur nature soit respectée. » Vous aurez compris que leur nature, c'est d'être mère ménagère et bonne épouse. Bref, si le travail féminin jusqu'à l'orée des années 60 demeure largement considéré comme antinaturel et menaçant pour l'équilibre des familles et de la société québécoise, il faudra attendre encore un certain temps pour que les syndicats s'ouvrent vraiment à la réalité et à la spécificité du travail des femmes et cessent de traiter les demandes des femmes dans les négociations collectives comme secondaires, voire les abandonner en cours de négociation. Les décennies subséquentes verront l'effritement progressif du modèle culturel traditionnaliste centré sur la femme épouse, mère et ménagère. Au risque de simplifier indûment, on peut considérer à cet égard que la période de 1950 à 1970 en a été une de relative ouverture du travail féminin, en autant, rappelons-le, que leur réelle nature soit protégée. Je pense en particulier à la grève des employés de Dupuis et Frères en 1952, mais surtout à la grève illégale menée par les 235 infirmières de l'hôpital Sainte-Justine en 1963, qui aura un impact considérable sur la syndicalisation du réseau de la santé québécois et jouera un rôle indéniable dans l'adoption du premier Code du travail au Québec. Autre facteur d'importance pour expliquer les changements à venir dans les années 60 et subséquentes, la composition des syndicats se transforme assez systématiquement avec l'élargissement sans précédent de la fonction publique, la participation des femmes au sein de celle-ci et le doublement des effectifs syndicaux à la suite de la syndicalisation des employés des services publics et parapublics. C'est évidemment en réaction aux piètres conditions de travail des femmes, mais aussi en réaction aux mentalités et aux pratiques patriarcales qui présidaient à l'élaboration des plateformes syndicales, au peu de considération accordée à leurs revendications et à leur quasi-exclusion des hiérarchies syndicales, que des féministes se mobiliseront à partir des années 70 au sein de leurs syndicats pour favoriser, comme l'écrivait Rosette Côté, un meilleur ancrage féministe dans les syndicats pour faire valoir l'intérêt des travailleuses et veiller au grain lors des négociations des conventions collectives. La décennie 70 verrait donc s'installer au sein des grandes centrales syndicales, des comités de la commission féminine ou comité des femmes, dont l'objectif sera de mettre explicitement en évidence les enjeux et défis particuliers rencontrés par les travailleuses,
tant au sein du mouvement syndical que du marché du travail, mais aussi pour exiger que le milieu syndical s'en préoccupe. Sans mentionner toutes les premières auxquelles cette période d'effervescence donnera lieu, la création entre 1970 et 1980 des comités femmes dans la plupart des centrales syndicales, de même que leur alliance stratégique au sein de l'intersyndicale des femmes à partir de 1977, alliance à laquelle la SPJQ participera à partir de 1979, ces moments constituent le moment charnière où syndicalistes et féministes se conjuguent, afin de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des femmes, comme le souligne la plateforme de l'intersyndicale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces deux derniers termes, tant à l'extérieur qu'à l'extérieur des organisations, sont d'une grande importance pour notre propos quant à l'orientation que prendront les réflexions et les actions du syndicalisme féministe dans les décennies suivantes. Partant du constat que les réflexions et les pratiques des militantes féministes syndicales ont d'abord été inspirées par le mouvement des femmes, bien davantage que par leur milieu syndical, l'histoire du syndicalisme québécois au féminin peut difficilement, comme je le mentionnais en ouverture, être dissociée de l'histoire du mouvement des femmes. Les syndicalistes féministes, en effet, n'ont jamais fonctionné en vase clos. Aussi, depuis la fin des années 70, de nombreuses luttes syndicales, de nombreuses luttes sociales soutenues par le mouvement des femmes ont trouvé non seulement leur écho au sein du milieu syndical, mais elles ont été ici soutenues et renforcées par la participation des comités femmes des syndicats à la réflexion et à l'action. Les comités femmes des syndicats ont historiquement été de toutes les grandes luttes pour la défense des droits des femmes. Pensons notamment aux luttes pour l'équité salariale, le droit à l'avortement, les congés parentaux, les services de garde, l'articulation famille-travail, la suppression de la publicité sexiste, l'élimination des violences en milieu de travail et dans l'ensemble de la société, et je n'en mentionne que quelques-unes. Il ne m'apparaît donc pas exagéré de dire, en l'occurrence, tant du point de vue économique que des points de vue social et culturel, que l'action des syndicalistes féministes depuis les années 70 et leur alliance au sein de l'intersyndicale peuvent être identifiées comme le levier, la force active qui a provoqué d'importantes brèches dans le château fort masculin syndical et amené petit à petit la reconnaissance du travail des femmes et l'amélioration de leurs conditions de travail et d'existence. À preuve, comme le relève la récente étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, la présence syndicale a un effet important sur les écarts de rémunération. À ce point qu'en 2020, contrairement aux autres secteurs d'emploi, l'écart salarial entre les femmes et les hommes travaillant à des postes syndiqués était presque inexistant. La fréquentation des documents issus du militantisme syndical m'incite aussi à affirmer que les écrits produits par les comités de femmes et l'intersyndicale ont largement contribué à positionner les rapports hommes-femmes au sein du milieu du travail comme des rapports de pouvoir et à mettre de l'avant et à alimenter un vocabulaire féministe radical pour dénoncer la division sexuelle du travail et ses conséquences néfastes sur la qualité des emplois féminins, leur rémunération, la mobilité professionnelle, tout comme sur les conditions d'existence des femmes. Aussi, à partir de la fin des années 70, les réflexions et les revendications portées par les féministes syndicales forceront graduellement le mouvement syndical à se questionner sur sa culture et ses pratiques, entraînant au fil des ans une présence accrue des préoccupations et des revendications que ces femmes syndicales partageaient avec le mouvement des femmes. Cela étant, il m'apparaît tout aussi probant d'affirmer que le mouvement des femmes a été alimenté très tôt, à partir des années 70, par les réflexions critiques et les études développées au sein ou sous l'influence des comités de femmes et de l'intersyndicale. Ainsi, étroitement articulées aux revendications formulées par le mouvement des femmes et les devançant parfois, les luttes menées par les syndicalismes féministes pour changer tant les relations de travail que les conditions de son exercice ont eu et continuent d'avoir
un impact déterminant sur l'évolution de la société québécoise dans son ensemble. Les revendications syndicales des militantes féministes et leur concrétisation dans des pratiques et des législations importantes, apportant des retombées qui, loin de se limiter à l'amélioration de la situation des travailleuses syndiquées, rejoignent, comme le soulignait déjà Marie-France Benoît en 1974, l'ensemble des femmes comme des hommes québécois. Les syndicalistes féministes ont donc été et sont des actrices de premier plan du mouvement des femmes. Non seulement leur présence et leur action au sein de celui-ci ont apporté un soutien notable à la cause des hommes, syndiqués ou non, mais elles ont aussi permis de multiplier la force de frappe, le pouvoir du mouvement des femmes et constituer un maillon majeur de la transmission et de la réception de la parole et l'analyse féministe, tant dans l'espace public que dans le milieu syndical. L'interrelation positive et productive qui relève de cette coexistence donnera lieu à de grands événements, prises de position et collaborations féministes qui ont uni syndicalistes féministes, groupes autonomes de femmes et mouvements des femmes. Parmi ces moments clés auxquels les féministes syndicales participeront de manière active comme membres à part entière, rappelons simplement l'engagement constant de l'intersyndicale dans l'organisation et la pérennisation des célébrations de la Journée internationale des femmes et la mise sur pied du collectif du 8 mars. Mentionnons également le poids de leur implication dans l'organisation des importantes manifestations qu'ont été la Marche du Pain des Roses en 1995 et celle encore plus marquante de la Marche mondiale des femmes en l'an 2000, en passant par l'organisation dès 1992 d'un forum qui déjà s'appelait Pour un Québec féminin pluriel, l'organisation également des États généraux du féminisme et plus près de nous, et tous les 5 ans, le renouvellement de l'engagement syndical à l'égard de la Marche mondiale des femmes. Bref, depuis 40 ans, les comités femmes au sein des syndicats et l'intersyndicale ont œuvré, tout comme le mouvement des femmes, à assurer la promotion de la défense des droits et des intérêts des femmes et proposer un autre regard au milieu syndical en faisant la promotion d'une analyse féministe sur les conditions de vie et le travail des femmes et en développant concrètement des solidarités et des alliances avec les groupes de femmes dans de nombreux dossiers. Une dynamique donc bien imbriquée, où l'histoire du syndicalisme au féminin se croise et s'entrecroise avec l'histoire du mouvement des femmes au Québec. Cela étant, l'idée que j'essaie de transmettre à travers cet exposé est que l'intégration des réflexions et des revendications du mouvement des femmes québécois dans la réflexion des féministes syndicales a été centrale dans les choix militants et stratégiques qu'elles ont retenus et actualisés. Alors que par effet de retour, les réflexions, les actions et l'appui des militantes syndicales ont été déterminants dans la lente progression des femmes québécoises vers l'égalité. Dit simplement, la militance féministe a donné des résultats fondamentaux et la militance syndicale féministe a marqué l'histoire du syndicalisme au Québec, tout comme l'évolution de la situation des femmes dans l'ensemble de la société québécoise. En conséquence, cet exposé se veut une incitation à ne pas laisser tomber la lutte des femmes au sein de vos organisations syndicales et milieux de travail. Les luttes propulsées par l'étroite relation entre les syndicalistes féministes et le mouvement des femmes ont produit d'importantes avancées, mais celles-ci demandent à être complétées pour accéder à une société plus juste et plus égalitaire. De trop nombreux enjeux subsistent encore et ne trouveront leur résolution que si des pressions continuent d'être exercées. Car même si le Québec est une société où il fait bon d'être femme, toute proportion gardée, de multiples indicateurs sociaux confirment que l'égalité de fait entre les femmes et les hommes est encore loin d'être advenue et que les intérêts des femmes, surtout de celles qui appartiennent à des groupes minorisés ou marginalisés, demandent encore à être défendus. Il m'apparaît donc important de ne pas succomber au mythe de l'égalité déjà là, qui constitue un réel frein
à la promotion de pratiques, de comportements et d'une culture égalitaire et invite au laisser-faire et laisser-dire. Car ce mythe, largement entretenu pour faire taire les féministes, ne tient la route qu'à partir d'une lecture individualiste des rapports sociaux de sexe et fait l'impasse sur des problèmes de violence, de pauvreté, de sexuation des métiers, d'inégal partage des charges dans l'univers domestique, de plafonds de verre comme de planchers collants, ou encore de la reconduction des stéréotypes et préjugés sexistes qui continuent de peser sur les conditions de vie des femmes, et pour certaines plus que d'autres, alors même que la structure du marché du travail au Québec est encore fortement marquée par la division sexuelle des emplois, et alors même aussi que si la féminisation des organisations syndicales a beaucoup progressé au fil des décennies, les femmes restent cependant sous-représentées dans les instances représentatives et les lieux de pouvoir stratégiques, comme le constate Marie-Pierre Bernard-Pelletier dans une thèse de doctorat publiée cette année. Aussi, il est une évidence pour moi que la lutte contre le sexisme systémique et le sexisme culturel doit se poursuivre au regard du travail qu'il reste à faire pour éliminer les inégalités les plus préoccupantes qui marquent notre société et le monde du travail. En tel cas, je suis convaincue que le milieu syndical constitue un vecteur important pour développer un autre regard, d'autres manières de faire, d'autres manières de penser et d'autres manières d'être ensemble. Le mythe de l'égalité déjà là continue d'avoir la vie dure au Québec. Or, justement, il me semble que les gains réalisés à travers les actions et pratiques des féministes syndicales et du mouvement des femmes ne doivent pas servir d'argument et inciter à une baisse de vigilance. Ils doivent bien au contraire nous convaincre du potentiel transformateur de la militance féministe comme créneau de toute première importance pour l'obtention d'une plus grande égalité et d'une plus grande équité pour toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions sociales ou caractéristiques personnelles. Merci beaucoup.